Et si la véritable leçon du coup d'État avorté au Bénin échappait à l'analyse officielle? Un matin paisible, le Bénin, réputé depuis des décennies pour sa stabilité politique et sa tradition de dialogue, s'est retrouvé secoué par des explosions venues du ciel. Pas une agitation populaire, pas une insurrection rampante, mais une intervention militaire fulgurante signée par le Nigeria. Sans avertissement préalable, sans processus diplomatique, sans même laisser le temps à la communauté internationale de prendre la mesure des événements. Pour beaucoup, le véritable choc n'a pas été l'échec du putsch, mais la rapidité inédite avec laquelle Abuja a frappé, imposant sa volonté en quelques minutes à peine à la stupeur générale. Le Nigeria a agi plus vite que tout autre acteur régional n'aurait osé l'imaginer. Mais derrière ce geste s'ouvre une question troublante, presque vertigineuse. Comment se fait-il que ce géant, qui peine depuis des années à stabiliser ses propres provinces du Nord, rongées par l'insécurité et les attaques répétées de groupes armés, se montre si prompt à projeter sa force au-delà de ses frontières? Pourquoi cette fulgurance extérieure alors que tant de défis internes restent en non résolus? Derrière l'image d'une opération chirurgicale, c'est une rupture profonde qui se joue sous nos yeux. Autrefois, la légitimité régionale naissait du consensus, de la concertation, du respect des processus collectifs et des cadres juridiques laborieusement construits par la CEDEAO. Aujourd'hui, la rapidité supplante la légalité. Celui qui agit le premier impose sa lecture des événements, balayant au passage règles, traités et alliances. Ce coup d'État manqué au Bénin n'a pas seulement révélé la vulnérabilité d'un régime ou la fragilité de certains équilibres. Il a mis à nu un nouveau paradigme. La souveraineté devient secondaire face à la promptitude militaire. Les partenariats régionaux passent au second plan, les textes juridiques font office de décor, et la légitimité s'efface devant la démonstration de force. Désormais, le jeu du pouvoir appartient aux plus rapides, quitte à piétiner la légalité internationale. Ce basculement n'est pas anodin. Il évoque, toute proportion gardée, le basculement de l'Europe post-napoléonienne, quand le concert des nations s'est retrouvé impuissant face à la montée des impérialismes, ou encore l'Amérique latine du XIXe siècle, où la logique du fait accompli a souvent prévalu sur le droit international. Ignorer cette mutation, c'est sous-estimer la volatilité nouvelle de l'Afrique de l'Ouest. Anticiper les prochaines crises devient un pari risqué. Le vrai danger, c'est de croire que les anciennes règles tiennent encore, alors que le terrain de jeu s'est métamorphosé, au risque de reproduire les erreurs du passé. Pour saisir comment ce bouleversement a été possible, il faut revenir sur l'enchaînement précis des faits. Qui a pris l'initiative, quels signaux ont déclenché la réaction, et comment une mutinerie improvisée a ouvert la voie à une démonstration de force qui redéfinit aujourd'hui l'équilibre de tout un continent. Pour comprendre la mécanique de cette intervention inédite, il faut reprendre le fil des événements, presque minute par minute. Qui a vu venir la menace, qui a décidé d'appuyer sur le bouton, et à quel moment la logique régionale a cédé devant l'impératif de la réaction militaire? Pourquoi le Bénin, longtemps épargné par les soubresauts régionaux, s'est-il retrouvé au cœur d'un tel bouleversement? Pour saisir pleinement l'onde de choc qui secoue aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, il faut d'abord revenir sur la singularité du Bénin. Depuis plus de 30 années, ce pays cultivait une image de havre de paix, rarement cité parmi les foyers de coups d'État où la stabilité semblait acquise. On se souvient par exemple que lors des crises ivoiriennes ou togolaises, le Bénin était souvent présenté comme un exemple de transition pacifique et de maturité politique. Ce matin-là, tout bascule. Quelques officiers frustrés par leur stagnation et des griefs internes tentent de s'emparer d'un camp militaire près de Cotonou. L'opération paraît improvisée. Pas de plan solide, aucune stratégie claire et surtout aucun soutien populaire. Les infrastructures vitales, frontières, aéroports, médias, restent sous contrôle du pouvoir central. Le président circule librement, les membres du gouvernement vaquent à leurs occupations. Dans la rue, l'indifférence domine. Personne ne répond aux appels à la mobilisation. Ce coup d'État n'a pas de colonne vertébrale. Il flotte sans ancrage dans la société comme un mauvais scénario de film d'action. Dans ce genre de crise, la réaction régionale est censée suivre un protocole précis. Depuis des années, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place des mécanismes, consultations diplomatiques, envoi de missions d'évaluation, puis, en dernier recours, préparation d'une force d'attente multinationale. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il repose sur le dialogue, le consensus et le respect de la souveraineté de chaque État membre. L'idée fondatrice est limpide, assurer une stabilité collective, éviter la précipitation, garantir la légitimité de chaque intervention.
Cette sécurité partagée exige des règles communes, la transparence, l'acceptation de tous. Déroger à ces principes, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire, exposer chaque pays à l'isolement et à la vulnérabilité face à des actions unilatérales et imprévues. Pourtant, cet équilibre fragile s'est effondré en quelques heures, car si la CEDEAO a toujours privilégié la concertation, la tentative de putsch au Bénin a échappé à ce schéma. L'intervention nigériane, rapide et tranchante, a court-circuité les usages. Elle a démontré que, lorsque la vitesse l'emporte sur le consensus, tout peut être remis en cause. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique de l'Ouest fait face à ce type de dilemme. Déjà dans les années 90, lors de la guerre civile au Libéria, la CEDEAO avait mis sur pied l'ECOMOG, une force multinationale qui, après d'interminables tractations, était intervenue pour rétablir l'ordre. Mais jamais auparavant, un État n'avait agi de manière aussi solitaire et précipitée, sans même attendre le feu vert de ses partenaires régionaux. Ignorer les modèles institutionnels, c'est fragiliser la cohésion régionale. Sans cadre clair, chaque État se retrouve isolé, exposé au risque d'une intervention soudaine, sans l'aval de ses voisins, sans filet collectif. Cela évoque les années de la guerre froide, quand les puissances extérieures intervenaient dans les affaires africaines sans coordination, avec des conséquences souvent désastreuses. Mais au-delà de l'échec du putsch, une question plus vaste s'impose. La réaction du Nigeria, spectaculaire, solitaire, hors de tout protocole, marque-t-elle la naissance d'une nouvelle ère pour la région ? Pour comprendre ce qui a poussé Abuja à agir ainsi, il faut revenir sur les motivations profondes du Nigeria et mesurer comment cette initiative pourrait bouleverser tout l'équilibre régional. Le Nigeria, fort de ses plus de 200 millions d'habitants, de sa puissance économique et militaire, s'est souvent vu comme le gendarme de l'Afrique de l'Ouest. Mais son propre territoire est loin d'être pacifié. Depuis plus de 20 années, les insurrections dans le Nord ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés, sapant la légitimité du pouvoir fédéral. Cette incapacité à sécuriser l'intérieur contraste cruellement avec la rapidité de la projection extérieure. Quand la rapidité devient la clé du pouvoir, que dévoile vraiment la frappe nigériane ? Cette question secoue aujourd'hui toute l'Afrique de l'Ouest. Bien plus qu'un simple geste militaire, il s'est agi d'un signal, brutal et inédit, parti du cœur du Nigeria vers le Bénin, et bien au-delà de ses frontières. C'est un message adressé aux putschistes potentiels, mais aussi à tous les partenaires régionaux. Nous pouvons agir vite, sans attendre l'aval de quiconque. Ce qui sidère d'abord, c'est l'éclair de la décision d'Abuja. En moins d'une nuit, alors que l'aube n'avait pas encore effleuré Cotonou, les avions nigérians étaient déjà en vol. Avant que les forces béninoises n'ayant pu se regrouper, la riposte s'imposait, implacable. Ni réunion de la CEDEAO, ni feu vert officiel, la procédure régionale, patiemment élaborée pendant des décennies, a été balayée en quelques heures. Ce genre de réaction évoque les interventions israéliennes des années 70, où la rapidité et la surprise étaient des armes aussi redoutables que la puissance de feu elle-même. Même lors des pires insurrections au nord du Nigeria, ou face aux mutineries internes, jamais Abuja n'avait réagi avec une telle fulgurance. Pourquoi alors cette précipitation sur un territoire voisin ? Cette rapidité n'était pas dictée par la gravité d'un coup d'État, mais par un impératif politique. Montrer la capacité à frapper sans attendre ni les lenteurs institutionnelles, ni les compromis régionaux. C'est une manière de réaffirmer le leadership régional, de rappeler à tous que le Nigeria demeure la puissance incontournable de la sous-région. Se pose alors la question de la légalité. L'appel à l'aide du président béninois, lancé sous la pression d'une mutinerie confuse, suffisait-il pour justifier une intervention étrangère ? Habituellement, un tel acte exige au moins un mandat collectif, une concertation formelle. Cette fois, c'est l'urgence, ou son habile mise en scène, qui a tout justifié. On se souvient qu'en 2011, lors de la crise ivoirienne, il avait fallu des semaines de discussions, de médiation et de résolution onusienne avant toute action. Ici, quelques heures ont suffi. Le choc n'a pas épargné les capitales étrangères. De Paris à Washington, la surprise est totale. Les chancelleries, rompues à décoder les signaux d'Abuja, se retrouvent face à une opération qui échappe à tous les schémas connus. La France, jusqu'alors garante de l'ordre régional, voit son influence contestée. Quant aux États-Unis, ils s'interrogent sur la solidité de leur partenariat sécuritaire. La Russie, qui cherche à s'ancrer dans la région, observe avec intérêt cette redéfinition des équilibres. En coulisses, les soupçons d'influence extérieure pullulent. Nombreux sont ceux qui voient la main de Paris, soucieuse de préserver un ordre ancien, menacé par la vague souverainiste venue du Mali, du Burkina Faso ou du Niger.
La dissuasion opérée au Bénin est-elle un message adressé à tous ceux qui rêvent de renverser le statu quo? On peut aussi y voir la marque d'un affrontement plus global entre puissances, chaque intervention servant de test pour jauger la détermination des uns et des autres. Mais ce choix d'agir sans délai ni vraie consultation n'est pas qu'une manœuvre tactique. Il crée un précédent lourd. Demain, n'importe quel chef d'État contesté pourrait appeler à l'aide étrangère pour mater toute opposition, réelle ou fantasmée. La frontière entre sécurité collective et ingérence s'efface. L'autonomie déjà fragile des États s'érode davantage. La région glisse alors dans une zone grise, où l'usage unilatéral de la force devient la nouvelle norme. Un basculement discret mais décisif, qui bouleverse la gestion des crises à venir. Ce scénario rappelle la multiplication des interventions américaines en Amérique centrale au début du XXe siècle, où chaque crise interne était prétexte à une action extérieure, souvent au détriment de la souveraineté locale. Mais derrière la démonstration de force, une question demeure. Qui profitera vraiment de ce nouveau désordre? La réponse, plus trouble qu'il n'y paraît, pourrait bien redéfinir l'équilibre de tout le continent. Ce qui s'est joué à Cotonou, c'est peut-être l'acte de naissance d'une Afrique de l'Ouest à deux vitesses. D'un côté, un bloc souverainiste mené par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui affirme haut et fort son désir d'autonomie. Ces États refusent désormais toute intervention étrangère sur leur sol, affirmant une nouvelle fierté nationale. Ils se rapprochent parfois d'autres partenaires, comme la Russie ou la Turquie, pour diversifier leur soutien et échapper à la tutelle traditionnelle des puissances occidentales. En face, le Nigeria, soutenu par des alliés extérieurs, incarne la logique interventionniste. Il agit vite, parfois en contournant les cadres collectifs régionaux, déterminé à imposer sa vision de l'ordre. Ce schéma rappelle la division de l'Europe lors de la guerre froide, avec d'un côté les pays alignés sur le bloc occidental, et de l'autre ceux qui cherchaient à s'en affranchir. Cette opposition creuse une fracture inédite. La souveraineté nationale pèse de moins en moins face à la rapidité d'action. La région glisse vers une nouvelle géopolitique où la vitesse devient la monnaie du pouvoir, reléguant le droit et le consensus au second plan. Les institutions régionales comme la CEDEAO voient leur légitimité s'effriter à chaque intervention menée hors de leur protocole. Chaque action unilatérale fragilise la confiance dans des mécanismes collectifs, pourtant conçus pour préserver la paix et l'ordre. Les grandes puissances extérieures, de la France à la Russie en passant par les États-Unis, observent discrètement et ajustent leur stratégie. Elles comprennent que la règle du jeu change. Il faut désormais être réactif, quitte à contourner les anciennes procédures diplomatiques. On l'a vu au Mali, où le départ précipité de la force Barkhane a laissé place à de nouveaux acteurs, chacun cherchant à tirer parti de l'évolution du contexte régional. Le danger, c'est que la méthode nigériane fasse école. D'autres États puissants pourraient être tentés d'imiter Abuja, banalisant l'intervention militaire au détriment du dialogue et de la médiation. Si la rapidité supplante la légalité, chaque crise deviendra un prétexte pour agir, installant un climat de méfiance et d'instabilité permanente. Dans ce climat, l'imprévisibilité règne, et chaque voisin peut devenir un potentiel intervenant ou une cible. À terme, la normalisation du fait accompli risque de transformer chaque contestation interne ou trouble politique en théâtre d'ingérence régionale. La paix durable, déjà fragile, serait alors menacée par la possibilité constante d'une intervention surprise, sans consultation ni consensus. Cette situation n'est pas sans rappeler les interventions répétées de l'ancienne Union soviétique en Europe de l'Est, chaque mouvement de contestation devenant prétexte à une opération de maintien de l'ordre. Pour les sociétés civiles ouest-africaines comme pour leurs dirigeants, l'enjeu n'est plus seulement la sécurité immédiate. Il s'agit de préserver des principes essentiels, respect de la souveraineté, force du dialogue et confiance dans les cadres régionaux. Ignorer cette mutation reviendrait à accepter que la sécurité devienne une course de vitesse, où prudence et concertation sont reléguées au second plan. La question demeure, cette nouvelle donne profitera-t-elle vraiment à la stabilité de la région ou ouvrira-t-elle la porte à de nouveaux conflits imprévisibles? Il est temps d'examiner de plus près les risques concrets pour l'avenir ouest-africain. Pour cela, il faut s'inspirer des leçons de l'histoire, notamment des échecs des interventions unilatérales qui ont souvent dégénéré en conflits prolongés, comme on l'a vu en République démocratique du Congo ou en Centrafrique. Comment se préparer à cette accélération du jeu régional alors que la vitesse d'action semble désormais l'emporter sur la légitimité? Ce bouleversement touche chaque citoyen, chaque responsable, chaque État d'Afrique de l'Ouest.
Les règles changent, souvent sans prévenir, et nul n'est à l'abri de ces conséquences, qu'il soit chef d'État, député, simple citoyen ou membre de la société civile. Première leçon, la rapidité ne saurait remplacer la légitimité. Les États les plus robustes ne sont pas ceux qui réagissent le plus vite, mais ceux qui, forts du soutien de leur peuple, résistent aux tentations de l'intervention extérieure ou du coup de force interne. La véritable puissance se mesure à la confiance et à la cohésion entre citoyens et institutions, non à la promptitude militaire. L'histoire du Ghana, qui a su sortir de décennies de coups d'État grâce à l'enracinement d'une culture démocratique, en est un exemple inspirant. Pour les citoyens, il devient vital de ne pas céder à la fascination du discours sécuritaire, ni à la promesse d'une stabilité imposée dans la précipitation. La transparence, la responsabilité et le débat public doivent être exigés à chaque intervention. Accepter que la sécurité serve de prétexte à l'opacité, c'est ouvrir la porte à l'abus de pouvoir. On se souvient que dans de nombreux pays, comme la Guinée ou le Soudan, la société civile a su imposer le retour au dialogue, même après des épisodes de violence. À chaque crise, la vigilance s'impose. Qui décide, selon quelle procédure, et dans l'intérêt de qui? Il incombe à chacun d'interroger les choix faits au nom de la sécurité collective, d'exiger des comptes et de refuser la normalisation des décisions prises dans l'urgence. Les médias indépendants ont un rôle crucial à jouer, en informant sans relayer les narratifs officiels sans recul. Pour les analystes et dirigeants ouest-africains, le message est sans équivoque. Les protocoles régionaux, fruits de décennies de dialogue, ne doivent ni être contournés ni affaiblis, mais réformés et renforcés. Préserver un cadre commun, c'est contenir l'arbitraire, éviter l'escalade et protéger l'intérêt général contre la tentation du fait accompli. Des ateliers de réflexion, des forums citoyens et des groupes de travail transnationaux pourraient renforcer la résilience institutionnelle. Il faut rendre politiquement et diplomatiquement coûteuse toute intervention unilatérale, même justifiée après coup. C'est seulement en imposant un prix à l'action solitaire que l'on préserve la stabilité fragile de la région et que l'on freine l'érosion des normes collectives. Cela passe par des sanctions ciblées, mais aussi par la mobilisation des opinions publiques, qui peuvent exercer une pression sur leur gouvernement. La vigilance reste essentielle. Chaque précédent non débattu, chaque intervention passée sous silence, façonne durablement les réponses futures aux crises. Ce qu'on tolère une fois tend à devenir la norme, affaiblissant peu à peu la résistance aux dérives et favorisant l'instabilité. On l'a vu dans d'autres régions du monde, l'impunité appelle la répétition. Fermer les yeux sur ces évolutions, c'est risquer de voir la loi du plus rapide supplanter celle du droit. C'est admettre que la sécurité des peuples devienne l'otage des puissances régionales et que la voix citoyenne s'efface derrière les interventions surprises. La stabilité n'est jamais acquise lorsqu'elle s'impose dans l'urgence et l'opacité. Reste à mesurer concrètement ce que cette nouvelle ère d'intervention rapide et de cadres fragiles signifie pour la vie démocratique, pour le quotidien des populations et pour l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. Par exemple, une nouvelle crise dans un pays voisin pourrait désormais être réglée en quelques heures par une puissance régionale, sans même que les citoyens concernés aient le temps de s'exprimer ou de comprendre ce qui se joue. Les décisions prises dans l'urgence risquent d'avoir des effets durables, parfois irréversibles, sur les institutions et la confiance entre États. Mais ces dynamiques ne sont pas uniquement abstraites ou lointaines. Elles transforment le vécu quotidien et la perception même de la souveraineté. Quels scénarios concrets dessinent-elles pour l'avenir de la région? Imaginons par exemple une contestation sociale dans un autre pays voisin. Si dans la nuit, une intervention militaire venait à rétablir l'ordre, sans concertation ni explication, quelles seraient les conséquences pour la confiance des populations dans leurs dirigeants? Dans ce contexte, il devient urgent de renforcer les mécanismes de prévention des crises, d'investir dans l'éducation citoyenne et de promouvoir la culture du dialogue. Les syndicats, les associations, les jeunes doivent être associés à la réflexion sur la sécurité collective. La création de comités de veille régionaux, l'organisation de simulations diplomatiques et la multiplication des plateformes d'échange pourraient aider à rétablir la confiance et éviter la dérive vers l'arbitraire. Désormais, la question n'est plus de savoir si la région tient debout, mais de comprendre qui, dans l'ombre, façonne les nouvelles règles du jeu. L'intervention fulgurante du Nigeria au Bénin n'était pas qu'un geste isolé. C'est un jalon posé, un avertissement. Désormais, la rapidité peut supplanter la concertation, et la volonté d'un seul État primer sur le consensus régional. Autrefois, il fallait des jours, parfois des semaines,
pour qu'une décision d'intervention traverse les couloirs tortueux de la diplomatie ouest-africaine. Aujourd'hui, quelques heures suffisent. Ce bouleversement d'échelle ne bouscule pas seulement des équilibres militaires. Il interroge la légitimité, la souveraineté et la capacité de chaque nation à défendre son avenir. En laissant l'effet de surprise guider l'action, en acceptant que la force dicte la procédure, la région s'expose à une redéfinition silencieuse des frontières invisibles, celle du droit, du dialogue, de la solidarité collective. Un précédent a été créé. Qui saura ou voudra l'arrêter ? Le vrai danger pour chacun de nous n'est pas dans l'échec d'un putsch, mais dans l'acceptation passive d'une nouvelle normalité, celle où l'action unilatérale s'impose sans débat, sans garde-fou, sans filet pour l'avenir. Rester spectateur, c'est risquer d'être pris au dépourvu, un jour, par une initiative plus brutale ou imprévisible encore. Il ne suffit plus de s'indigner ou de se rassurer à court terme. Il faut s'interroger sur la dynamique qui s'installe, sur ses conséquences pour la gouvernance, la sécurité des citoyens et l'ensemble de la structure politique ouest-africaine. Dans ce nouveau paysage, chaque silence devient une complicité, chaque absence de réaction, une invitation à repousser les limites. La vraie question n'est plus « que s'est-il passé ?», mais « sommes-nous prêts à devancer la suite ?» En conclusion, la crise béninoise et l'intervention nigériane constituent un tournant. Elles rappellent à tous la nécessité de renforcer les institutions, de privilégier la concertation et de défendre la souveraineté non par la force, mais par l'adhésion et la légitimité. C'est à ce prix seulement que l'Afrique de l'Ouest pourra éviter la spirale de l'instabilité et inventer, ensemble, un avenir ancré dans la confiance, la solidarité et le respect du droit. La vigilance, la lucidité et l'action collective sont plus que jamais nécessaires pour écrire la suite de cette histoire, avant qu'elle ne soit dictée par ceux qui confondent vitesse et justice.